mois d'octobre, autrement appelé Octobre Rose, cette période dédiée à la lutte contre les cancers du sein. Eh bien, qu'en est-il vraiment de cette maladie? Prévention, dépistage, soins, traitement. Eh bien, on en parle tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans Entretien. Les cancers du sein, eh bien, c'est avec le docteur Aaron Kazadi. Bonsoir. Bonsoir Madame Naomi. En forme, docteur? Oui, ça va, Dieu fait grâce, nous sommes là, ça va. Le docteur Aaron Kazadi, médecin de l'État. C'est ça. Oui, je suis médecin de l'État congolais, donc je travaille dans la clinique comme médecin clinicien, mais travaille aussi comme médecin chercheur au Centre national de pharmacovigilance à l'Université de Kinshasa. À quoi ça consiste ça, Ah, ok, la pharmacovigilance, en exactement? fait, nous nous intéressons à la sécurité des médicaments, notamment dans l'étude, la compréhension, l'évaluation, la prévention des événements indésirables qui peuvent arriver après la prise d'un médicament. Nous sommes un peu beaucoup plus sur cet aspect-là. Merci beaucoup, docteur. Alors, Octobre Rose, c'est une campagne de sensibilisation. Pouvez nous Ok. rappeler la cause de cette campagne? Voilà, l'entrée des jeux, c'est une campagne c'est pour le monde entier en fait. Le monde entier, on s'est décidé que chaque mois d'octobre, qu'on appelle cela octobre rose, c'est-à-dire que c'est un mois qui est dédié pour la sensibilisation contre les cancers, généralement les cancers des femmes, principalement les cancers de sein et les cancers du col utérin. Alors on parle beaucoup plus de cancers de sein aujourd'hui et c'est pendant ce mois que le monde entier parle, sensibilise sur ça et sous d'autres cieux, même on organise des collectes des fonds, n'est-ce pas, pour lutter, des fonds de solidarité aussi, pour lutter contre les cancers gynécologiques. Mais aussi, ça nous permet, c'est un moment, ce mois d'octobre, qui nous permet également de faire parfois des dépistages, d'organiser des dépistages pour les préventions de ces différents cancers. Parlons de cette maladie. Qu'est-ce que vraiment le cancer? Est-ce une infection? Est-ce Hmm. héréditaire? Ou qu'est-ce qu'on peut retenir de cette maladie? Voilà, les cancers, en vrai, c'est une maladie. Ce n'est pas une infection, comme vous l'avez dit, mais une infection, il y a certaines infections qui peuvent évoluer vers un cancer. Ok. En fait, le cancer ici, c'est une évolution, une prolifération anarchique, anormale des cellules. Il faut dire que l'organisme, dans sa composition, nous avons l'individu, nous avons les systèmes, nous avons l'appareil, nous avons l'organe, nous avons l'unité la plus petite qui est la cellule. Et cette unité, la cellule, normalement, il faut qu'il y ait un équilibre entre la formation des cellules, la multiplication des cellules qu'on appelle la mitose, ainsi que la mort programmée des cellules qu'on appelle l'apoptose. C'est-à-dire, il y a des cellules qui naissent, il y a des cellules qui meurent. Il faut qu'il y ait un équilibre qui existe. Alors, il y a de ces facteurs externes ou internes qui peuvent briser cet équilibre, qui peuvent faire à ce que qu'il y ait beaucoup plus de multiplication des cellules et pas des bonnes cellules, des cellules anarchiques. Ok. Alors, lorsque ça se situe à un endroit précis, lorsque c'est bénin, on parle de tumeurs bénignes, c'est-à-dire on a une tumeur, une prolifération anarchique des cellules limitée dans un organe précis, par exemple, puisqu'on parle du cancer du sein, qui est seulement au niveau du sein, sans effets collatéraux. Il s'agit ici d'une tumeur bénigne. Mais on peut avoir là maintenant une malignité, c'est-à-dire une tumeur maligne. Vous avez cette prolifération des cellules qui ne se limite pas à cet organe précis, mais qui va étendre, qui va, n'est-ce pas, avoir des tentacules qu'on appelle des métastases. Des métastases au niveau des autres organes. Vous savez, par exemple, une tumeur au niveau du sein, mais qui a des métastases au niveau osseux. Donc, c'est-à-dire, il y a également des cellules cancéreuses au niveau des os, où ça peut intéresser, par exemple, un autre organe au niveau du cerveau, ainsi de suite, au niveau du thorax, ainsi de suite. Dans ces cas-là, on parle d'un cancer. Donc, vous avez, c'est une tumeur maligne, une prolifération anormale des cellules dans un organe précis, mais qui y a de métastases dans d'autres organes. Est-ce que d'autres cancers peuvent aussi, ou bien, peuvent aussi causer les cancers du sein, au niveau du sein? Oui, c'est-à-dire on peut avoir un cancer primaire dans un autre organe Oui, qui crée des métastases au niveau du sein. au niveau C'est du sein. possible. Ouais. Voilà, alors comment ça se développe, ces cancers du sein? Il s'agit d'un processus de malignité, c'est-à-dire il y a des cellules qui prolifèrent en désordre, qui se Hmm, multiplient en désordre de manière anarchique. Et dans son évolution, le développement, on a une évolution qu'on appelle une évolution insidieuse, c'est-à-dire
la maladie évolue à bas bruit. Quand ça commence, on n'a pas des signes apparents à l'externe comme ça. Peut-être que vous n'avez pas directement l'expression clinique, mais la maladie est là, elle se développe déjà. Et très souvent, lorsque on les découvre de manière peut-être fortuite ou lorsqu'on les découvre à l'occasion d'une expression clinique après, c'est souvent à un stade beaucoup plus avancé. D'où la nécessité d'ailleurs de faire des dépistages, la nécessité d'avoir une certaine connaissance pour déjà détecter les signes d'alerte qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille pour dire que là, il y a un problème. Pour éviter cela. Ou qui montre que nous avons les cancers du sein. Voilà, parlant de cancer des seins, il faut déjà savoir que il faut avoir l'habitude de s'observer. Ok, le femme, il faut avoir l'habitude de s'observer. Vous vous tenez devant votre miroir, vous observez la symétrie entre vos deux seins. Il se pourrait que, en surélevant le membre supérieur, par exemple, vous remarquez qu'il y a une sorte d'asymétrie entre les deux seins. Il y a un sein qui a tendance peut-être à descendre beaucoup plus par rapport à l'autre. Comme quoi, l'autre sein était beaucoup plus lourd, qui a une certaine masse. Mais bien avant cela, il y a d'abord l'aspect inspection. Tout simplement en regardant la peau de votre sein, une fois que vous remarquez que la peau de votre sein a tendance à changer, ça devient, il y a une coloration anormale ou un aspect anormal. On a par exemple l'aspect qu'on appelle l'aspect en peau d'orange. Ça, c'est beaucoup plus un stade encore avancé où le sein a comme des surélévations, c'est comme en sorte des reliefs. Vous voyez, la peau, ça ressemble à la peau d'orange. Comme des reliefs, vous n'avez plus une peau lisse, mais vous avez comme des reliefs. Déjà là, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Mais encore autre signe, c'est que en palpant, vous pouvez remarquer la présence d'une masse anormale. Une masse anormale au niveau du sein, pas seulement au niveau des seins ou même au niveau des aisselles. Vous remarquez qu'il y a une masse anormale, c'est déjà un signe d'alerte qui doit vous mettre la puce à l'oreille pour que vous allez vite chercher un médecin pour vous faire consulter. Ou encore, vous pouvez avoir un écoulement anormal au niveau du sein. Vous n'allaitez pas, ce n'est donc pas normal qu'il y ait des écoulements au niveau de votre sein. Si vous remarquez cela, c'est déjà un signe d'alerte, il faut très vite consulter. Y a-t-il d'autres, quelque chose qui peut provoquer les cancers du sein, comme les aliments par exemple? Déjà, parlons des cancers. Il faut dire que l'éthiopathogénie des cancers, c'est-à-dire l'origine, la cause des cancers, c'est l'assemblage ou encore une sorte d'alliance de plusieurs facteurs. C'est multisectoriel, c'est plurifactoriel, voilà les termes qui conviennent. C'est-à-dire que il y a plusieurs facteurs qui peuvent concourir au fait qu'un cancer se développe. Il y a d'abord les supports génétiques. Il y a le support génétique. Vous pouvez avoir une mutation génétique. Il y a ce qu'on appelle les gènes BRCA1, BRCA2, qui, lorsqu'il y a cette mutation-là, vous pouvez développer un cancer de sein. Mais il y a également une prédisposition familiale, héréditaire. Vous avez des antécédents des cancers de sein dans la famille. Lorsque dans la famille, il y a des gens qui ont eu à développer ces cancers, eh bien, vous êtes aussi une personne à risque. Il faut une surveillance beaucoup plus étroite. Autre cause aussi, en parlant d'ailleurs des cancers de manière générale, il y a des rayonnements qui peuvent briser cet équilibre qui existe entre la production des cellules à mitose et la mort programmée des cellules à apoptose. Vous allez voir peut-être dans notre communauté ici, il y a des parcelles où on trouve des antennes comme ça, des télécommunications qui sont placées dans la communauté, là où les gens vivent. Eh bien, ces rayonnements-là peuvent avoir aussi des effets cancérigènes sur des gens qui habitent tout autour. Et donc, ces rayonnements, même avec les cellulaires, avec nos téléphones, il y a ces rayonnements qui, à eux-mêmes seulement, ne peuvent pas directement favoriser les cancers. Mais comme je l'ai dit, c'est mis ensemble de plusieurs facteurs. Si vous avez ces rayonnements-là, vous avez par exemple l'habitude de dormir avec votre téléphone à côté, ainsi de suite, et que c'est sur un terrain prédisposé génétiquement encore, vous courez, vous augmentez des risques de développer le cancer des seins. Mais il y a aussi des aliments aussi qui parfois contiennent des substances cancérigènes. Des substances cancérigènes qui peuvent
faire à ce que vous courez ces risques-là de développer les Comme cancers quel du sein. aliment, par exemple? Déjà, parlons des aliments, il faut savoir, il faut manger moins gras et moins salé, moins sucré. Mais aussi, il y a parfois avec la production de ce qu'on prend, nos aliments, des jus en plastique, tout ça, c'est Ok. aussi des substances qui peuvent concourir à l'expression des cancers. Mais sans oublier aussi les tabacs. Les gens qui fument, avec les tabacs, c'est cancérigène. Et aussi avec l'alcool, c'est un facteur prédisposant également. Mais comment éviter? Comment éviter? Il faut tout simplement avoir cette culture-là de faire un dépistage, n'est-ce pas, de manière assez régulière. Quand vous êtes sur un terrain à risque, vous êtes dans une famille où il y a cette notion héréditaire, il y a cette notion d'antécédent familial, c'est vrai que dans notre pays, c'est peut-être pas facile de faire un diagnostic génétique, c'est pas à la portée de tous Oui, pour oui. détecter que vous êtes génétiquement à risque. Sous d'autres Mhm. essieux d'ailleurs, il y a ce qu'on fait, il y a des diagnostics anténatals, c'est-à-dire avant même que l'enfant naisse, on peut déjà faire un diagnostic anténatal pour voir quel gène il code, qui les prédispose à faire quoi. Mais dans notre milieu, il faut tout simplement avoir une discipline. Il faut avoir cette habitude de faire de l'exercice physique. La sédentarité, c'est pas bon parce que la sédentarité vous a magasiné les graisses et ça vous expose à développer plusieurs choses. Il faut avoir cette habitude de faire les exercices physiques. Il faut s'auto-palper pour les femmes. Comme je l'ai dit, vous regardez, vous vous observez, vous regardez vos seins, vous vous auto-palpez de manière à rechercher s'il y a une masse anormale quelque part. Et il faut avoir cette habitude de se faire consulter chez le médecin. Et on conseille pour les femmes, par exemple, âgées entre 50 et 74 ans, chaque 2 ans, il faut avoir l'habitude de faire une mammographie. La mammographie, eh ben, c'est cet examen paraclinique, la radiographie Ok. de sein. Voilà. Donc, parlons d'éducation physique. Donc, moi qui ne fais pas souvent l'éducation physique, je suis Bon, exposée à cela. vous êtes, je ne vais pas dire directement exposé, Mhm. mais vous risquez de l'être. Et puis, je l'ai dit sous réserve, peut-être de vos antécédents héréditaires, prédispositions génétiques, ainsi de suite. Comme je l'ai dit, l'étiologie des cancers, ce n'est pas un seul facteur, mais c'est plurifactoriel. Il faut Ok. mettre ensemble plusieurs facteurs. Mais on vous conseille, il faut faire l'exercice physique. Il ne faut pas être trop sédentaire. Il y a des gens qui sont maison, véhicule, bureau, bureau, véhicule, maison. Ouais, Mhm. c'est pas très bon. Il faut avoir cette habitude-là de faire de l'exercice physique. Ça vous permet de brûler les graisses et de brûler les mauvaises graisses. Question de curiosité, est-ce que les hommes aussi sont atteints du cancer du sein? Oui, ça semble étrange, mais c'est vrai. Ouais. L'homme peut aussi développer un cancer de sein, mais c'est à des proportions très faibles. À combien de pourcents? 1%, quasiment 1%. Waouh. Quasiment 1%, mais les hommes également peuvent développer un cancer de sein et c'est pour les mêmes raisons que la Ok. femme, dans les mêmes facteurs notamment. Et il y a également aussi l'imprégnation hormonale. Mais les hommes, on a aussi remarqué, c'est ceux qui prédisposent. Il y a ceux qui font ce qu'on appelle les syndromes de Klinefelter. C'est-à-dire, ils ont, par rapport à la formule chromosomique, Mhm. l'homme normalement c'est XY. Mais dans ces syndromes-là, c'est XX. Ils ont deux X, XXY. Alors ceux-là, par exemple, courent vraiment ces risques. C'est une prédisposition, c'est un terrain très probable pour développer ces cancers du Avec sein. le même symptôme aussi. Avec le même symptôme, une tumeur au niveau du Et sein, avec l'écoulement. l'autopalpation aussi. Non, attends. Oui, il y a une tumeur, mais quand vous palpez, vous allez sentir qu'il y a une tumeur. OK? Quand vous palpez, vous allez Ok. sentir qu'il y a une tumeur. Écoulement aussi. Voilà. Voilà, donc avec le même traitement aussi. Donc, si on a amputé la femme, lui aussi, on va l'amputer. Oui, si cette tumeur-là, on peut la réséguer, on peut le faire. Vraiment. Est-ce que l'allaitement peut aussi réduire le risque du cancer? Ça a été prouvé scientifiquement. Il y a des études, bien que ce n'est pas la garantie que quand vous allaitez, vous n'allez pas développer les cancers de sein. Ok. Mais ça a été prouvé. On a prouvé avec des études que les allaitements prolongés, par exemple, ceux qui allaitent 12 à 24 mois, c'est, Mhm. ils développent comme une protection contre les cancers du sein. Ça a été prouvé. Mais ce n'est pas une garantie permanente. Ah bon. Et que dire de cette rumeur que l'homme aussi peut contribuer à la réduction du risque de SM8? Rumeur ou OK. bien c'est une recherche Contribuer scientifique? comment?
En ce sens, si je dois me permettre de le dire. Certainement, je dois dire que je m'attendais à cette question Ok. parce que ça c'est dit Bon, on doit avoir la réponse, hein, parce que dans les les hommes réseaux sont très sociaux. contents. On se dit, oui, on doit aider, on doit Ah, sensibiliser, on doit lutter contre le malheureusement, cancer. je vais peut-être du coup freiner directement leur élan des joies ou quoi pour dire que scientifiquement, c'est pas assez soutenu. Ok. Scientifiquement, c'est pas assez soutenu que le fait que l'homme suce protège. Non, c'est Donc, pas les assez hommes, vous avez soutenu. entendu, c'est faux, hein? C'est pas assez soutenu. On rencontre parfois des choses. Scientifiquement, ce qu'il faut faire, c'est ce que j'ai dit là. Ok. La femme elle-même, elle doit avoir euh, cette habitude de s'auto-palper. Mhm. L'homme, s'il veut contribuer, c'est en sensibilisant, par exemple, en s'informant sur les cancers du sein et en parler aux autres. Mais la succion, c'est beaucoup plus dans le contexte de l'allaitement. OK? C'est beaucoup Ok, plus dans le ok. contexte de l'allaitement. Mais entre l'autopalpation et la mammographie, qu'est-ce qui est le plus recommandé? Bon, je ne vais pas parler en termes de priorité, mais les deux, c'est important. Ok. Parce que l'autopalpation, ça ne vous demande pas beaucoup de moyens, c'est vous-même. C'est vous-même, il suffit de vous autopalper et déceler qu'il y a un problème. La mammographie, c'est très important parce qu'il y a des masses qui peuvent être trop petites que vous n'allez pas déceler en palpant. Mais Ok. avec la mammographie, on va avoir cette masse-là. Donc, il Alors, faut avoir l'habitude de la. alors, docteur Hawk, alors quelles sont les principales formes de traitement disponibles aujourd'hui? Les traitements, d'emblée, les traitements, ça dépend d'abord du stade de ces cancers. Parce que les cancers, ça évolue selon les stades. Ok. Il y a les débuts, à un moment donné, il y a ce qu'on peut faire. À un moment donné de l'évolution, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Ok. Alors, je vais parler en termes des moyens, des traitements. On a la chirurgie qui est un moyen qui peut intervenir à un certain stade. À un certain stade, la chirurgie ne servira peut-être plus à rien. Ça risque d'être un bâton de fouet qu'on donne pour rien. Ok. Donc, avec la chirurgie, on peut vous enlever les seins. Si on pense que la tumeur est encore localisée là et qu'il n'y a pas encore de métastases, pour vous sauver, on peut enlever ces seins-là. Et je vais dire, le principe ici, en termes de traitement des cancers, c'est que plus tôt on découvre la maladie, mieux vous avez la chance de guérir. Quand vous découvrez la maladie en retard, les chances pour vous pour guérir de cette maladie deviennent encore moindres. D'où l'intérêt et l'importance d'ailleurs de faire des dépistages pour déceler très tôt ce qui doit être décelé. Docteur, vous avez parlé de l'âge. Quel est l'âge précis qui peut pousser la femme à aller se faire dépister? Déjà, il faut dire que la femme en âge de procréer, elle doit déjà intégrer ces habitudes-là de prévention des dépistages. Ok. Parce que l'imprégnation hormonale en soi, c'est déjà un facteur qui prédispose à la survenue du cancer de sein. Les cancers, les hormones sexuelles, les estrogènes, les androgènes, déjà, à l'âge de procréer, une fois à l'âge de procréer, il faut déjà penser à cela. Mais on met encore un accent particulier chez les femmes âgées de 50 à 74 ans, comme je l'ai dit, chez qui on recommande d'ailleurs des mammographies chaque 2 ans. En principe, ça c'est une recommandation parce qu'elles encore, elles ont ces risques-là de développer ces cancers. Mais en palpant le sein, qu'est-ce qui prouve vraiment que non, c'est ces boutons qu'on constate et vraiment les cancers? Alors, on ne peut pas les dire d'emblée que ça, c'est un cancer ou c'est une tumeur bénigne. On ne peut pas les dire d'emblée parce qu'il y a aussi des surélévations qui sont normales, qui sont dues à la composition même du sein. Tout ce qu'on demande, c'est que vous ayez cette habitude-là de palper. Si vous remarquez une masse anormale, ce n'est pas à votre niveau de poser les diagnostics. Donc, ce n'est pas vous qui allez dire que cette masse ici, c'est un cancer ou c'est une tumeur bénigne, ainsi de suite. Ce qu'on conseille, c'est d'aller à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, qu'on va faire ces diagnostics, sachant qu'il existe notamment aussi des masses qui sont tout simplement de nature inflammatoire. Quand vous palpez, par exemple, au niveau des aisselles, vous pouvez avoir une masse, vous pouvez avoir des adénopathies qui ne sont pas dues au cancer, mais qui sont tout simplement un processus inflammatoire qu'on va régler facilement avec un traitement, un anti-inflammatoire et ainsi de suite. Voilà. Alors, docteur, dans ce domaine, quelle est la situation du cancer de sein chez la femme dans notre pays? Il faut dire qu'en République démocratique du Congo, on n'a pas assez de chiffres sur ça, mais
Les données font état quand même, on dit que les cancers du sein en République démocratique du Congo, c'est l'un des cancers les plus fréquents. Donc, en termes de fréquence, c'est l'un des cancers les plus fréquents. Ok. Et en termes de mortalité aussi, le cancer du sein, c'est un grand pourvoyeur en termes de mortalité. C'est-à-dire, il y a plusieurs morts qui sont liées au cancer du sein. Beaucoup de gens en décèdent. Malheureusement, souvent, c'est par ignorance ou encore par faiblesse de notre système de santé, où d'abord l'ignorance, les gens ne savent pas, ils ressentent quelque chose ou bien ils ne ressentent rien. Quand on va découvrir, c'est déjà à un stade très avancé et la prise en charge devient assez compliquée, ça pose problème. Mais est-ce la raison à ces femmes d'avoir peur d'aller se dépister parce qu'elles se disent que une fois que je me fais dépister, on découvre que j'ai le cancer, ça touche le mental, alors ça provoque la peur d'aller se faire dépister, vaut mieux ne même pas savoir et rester comme ça. Oui, la peur peut exister, mais c'est une peur, je vais dire, irrationnelle et mal fondée. Okay. Comme je l'ai dit, plus tôt on découvre le problème, vous avez la chance de guérir. Alors, l'attitude ici, l'attitude responsable serait de se faire dépister de temps en temps comme on peut. Déjà, chaque mois d'octobre comme ça, vous allez voir, il y a des structures qui organisent parfois des dépistages, ainsi de suite. Et il faut le faire, c'est une opportunité pour le faire. Ça ne sert à rien d'avoir peur, parce que quand vous avez peur, vous risquez d'entretenir une maladie, et les jours où ça va se prononcer de manière sérieuse, ça sera peut-être très tard et le traitement va poser problème. Comme je disais, les traitements, on a la chirurgie, on a la chimiothérapie, qui n'est pas facile, qui est un traitement c'est un traitement, mais à lui seul encore, c'est pas facile de les supporter. Il y a parfois chute des cheveux, il y a beaucoup des effets collatéraux. Il y a la radiothérapie et tout ce qui va avec. Donc, c'est mieux de découvrir les choses beaucoup plus tôt pour ne pas arriver à des cas, des complications. Il faut se faire dépister, il ne faut pas avoir peur. Il faut aller partout où il y a des campagnes de sensibilisation, où il y a des gens qui en parlent, dans des structures et ainsi de suite. Et docteur, une fois dépisté et on a le résultat, on a le cancer de sein, qu'est-ce que vous recommandez à ces femmes? Une fois dépisté, il faut directement qu'on vous prenne en charge. Ça, c'est clair. Une fois dépisté, il faut directement une prise en charge. Et la prise en charge va dépendre du stade de la maladie. Et puis les cancers du sein, on va les dépister comment? On va voir peut-être qu'il y a une masse. On fait une mammographie. À la mammographie, on verra la masse. On ne saura pas dire directement que c'est un cancer ou pas. Il y a mais une fois que c'est dit que non, on me dit, ouais, non, mais tu es atteint du cancer du sein. Alors, quel est le comportement qu'on a adopté? Comment agir? Quel est le message que vous donnez à ces femmes? D'abord, il faut être mentalement fort, comme je l'ai dit. Il faut être mentalement fort parce que ce n'est pas une fatalité. Le fait qu'on a découvert cela, on a peut-être fait une biopsie et envoyé en histopathologie pour détecter qu'il s'agit réellement d'un cancer. Premièrement, il faut être fort, il faut avoir un mental fort, ce n'est pas une fatalité. Surtout si c'est à un stade encore précoce, vous avez beaucoup plus de chances de guérir et adhérer directement au traitement. Il faut directement adhérer au traitement. Les traitements qu'on va vous proposer en fonction du stade de votre maladie, il faut adhérer directement au traitement. Et vous êtes sûr de la prise en charge ici en RDC? Oui, comme je vous ai dit, la prise en charge, oui, il y a beaucoup de progrès. Hein. Notre système de santé n'est pas aussi précaire comme les gens le pensent. En termes d'intelligence, d'abord, il n'y a pas de débat. Il y a beaucoup d'intelligence en République démocratique du Congo. Il y a des grands médecins, il y a des spécialistes qui s'y connaissent. Il faut peut-être dire que parfois, la logistique peut-être ne suit pas parce que la portée même, l'accès aux soins de santé n'est pas peut-être sur toute l'étendue de la République. Parce que quand on parle de ça, faut pas voir Kinshasa seulement. Il faut voir toute l'étendue. Est-ce que cette femme-là qui est vers les fonds là-bas, des Katakokombe, très loin là-bas, est-ce qu'elle a accès à la mammographie? C'est ça. Ça, c'est un problème. Je vais vous dire, j'étais à l'intérieur du pays récemment. J'étais choqué de voir que pour toute une ville, il n'y a même pas un appareil de radiographie. Wow. J'ai posé la question, comment vous faites quand il y a des fractures? On dit que les gens s'adonnent parfois à des praticiens. Vous voyez que le travail est encore énorme. C'est bien. Il ne faut pas avoir cette habitude de réduire la République démocratique du Congo à la ville de Kinshasa. Donc, le travail est énorme, mais en termes d'intelligence, il y a des intelligences qui sont là et le traitement est disponible. On sait faire la radiothérapie dans notre pays. Aujourd'hui, ça n'existait pas. On a maintenant les centres de radiothérapie ici à Nganda.
on fait la radiothérapie, on fait la chimiothérapie. Ça existe. Les moyens, en tout cas, des traitements sont disponibles. Et bien, puisqu'on parle de la sensibilisation, est-ce que dans votre domaine de la santé, vous vous trouvez, avez-vous une activité organisée par rapport à cette campagne? Oui, par rapport à cette campagne, en tout cas, je l'ai fait. Déjà, votre émission, c'est déjà une opportunité où nous Oui, parlons, regardez, nous parlons de ça, nous sensibilisons. Mais en dehors de cela aussi, nous les faisons dans nos milieux respectifs. ok. Et d'ailleurs, à la fin de ce mois, le 25 octobre, ici, au niveau de l'UVT, le parti politique UVT, Union pour les valeurs Tshisekedi, la ville-province de Kinshasa organise une matinée comme ça avec la Ligue des femmes, avec la Ligue des femmes provinciale pour sensibiliser les femmes. Et ça, c'est important. Il faut que les autres structures aussi emboîtent les pas. Quand on Vraiment. est, par exemple, une structure politique, ça ne veut pas dire qu'il faut rester seulement sur les thématiques politiques, hein. Ok. Parce que les capital humain, c'est les plus importants. Quand une personne est en bonne santé, eh ben, cette personne-là, n'est-ce pas, est utile pour notre société. Donc là, je vais participer, je vais sensibiliser, parler de cette thématique avec les femmes de la Ligue des femmes comme ça, les mamans, Ok. les jeunes dames de l'UVT, on va parler de ça. Et c'est très important, nous les faisons. Voilà, docteur, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Un mot, un dernier message à lancer à toutes ces femmes qui ont peur, surtout des dépistés. Alors, je vais dire aux femmes que le cancer ce n'est plus une fatalité comme telle. Vous savez, jadis, avant de développer les moyens thérapeutiques que nous avons aujourd'hui, les cancers, quand vous avez les cancers égales, c'est la mort. Mais aujourd'hui, on a développé beaucoup de moyens, notamment la chirurgie existe, la radiothérapie, l'hormonothérapie existe, la chimiothérapie existe. Avec tout ça, on sait prendre en charge les différents cancers, bien que ce n'est pas toujours facile et ça dépend du stade. Alors, puisque ça dépend du stade, quand vous découvrez la maladie beaucoup plus tôt, vous avez beaucoup plus de chances de guérir. Alors, comment découvrir la maladie beaucoup plus tôt? C'est en se faisant dépister régulièrement. Ok? Vous-même, ayez cette attitude-là, ayez cet œil-là à bien vous observer, à palper vos seins et avoir un œil beaucoup plus à observer comment ça évolue. Si vous décelez un problème, ne le gardez pas pour vous. Allez très rapidement chez un médecin et faites-vous consulter. S'il y a réellement un problème, plus tôt, on va découvrir les problèmes, on va l'étouffer. Vous n'allez pas arriver à des stades avancés qui sera une fatalité pour vous. Donc, madame, je vous conseille en tout cas de vous faire dépister de temps en temps, avoir cet œil-là. Et quand il faut aller à l'hôpital, n'ayez peur de rien, allez-y. Et si malheureusement vous y arrivez que il s'avère que vous êtes réellement atteint, vous êtes malade, prenez votre courage et adhérez au traitement. Voilà. Prenez votre courage et adhérez au traitement. Plus vous faites dépister, et bien plus vous avez beaucoup de chances de survivre. Et c'est par ici que nous mettons fin à notre émission. Nous avons reçu le docteur Aaron Kazadi. Merci beaucoup d'honorer l'invitation. Ah, c'est moi qui vous remercie, tout en espérant que ce n'est pas une dernière. Ah oui. Okay. Voilà, la campagne continue. Il ne faut pas hésiter à vous faire dépister. Nous, Mission Active 2 ans, oui au dépistage. Et nous vous conseillons également d'aller vous faire dépister. Et ce n'est pas que pour le mois d'octobre, mais c'est pour toute une vie. Pour toute une vie, pas que pour le mois d'octobre. Sinon, je vous dis merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Je remercie toute l'équipe technique et je vous dis à très bientôt. Au revoir.